Suite au traitement, elle peut plus bouger la tête ni bouger le bras, elle est coincée, elle peut plus faire de holé. Il la voit, il fait un petit réglage et derrière, instantanément, la douleur disparaît, elle peut rejouer au volley. Dès qu'il y a un truc bizarre, une douleur de la face, ça arrive chez moi et il faut que je me débrouille. On est dans une société anxieuse. On est tous au bord du burn-out. Qu'on fasse un composite, qu'on fasse une prothèse, qu'on fasse de l'implant, on est toujours confronté à l'occlusion. J'ai pas envie de faire du mal aux gens. Et je me rends compte que plus je règle les occlusions, plus je fais du mal. Salut à tous, c'est le Dr Chesmal, bienvenue sur ma chaîne destinée aux dentistes et orthodontistes. Aujourd'hui, on accueille Dr Swearinck, qui s'est spécialisé en occlusion aussi depuis environ plus de 10 ans. Il s'est consacré à l'étude fine des déséquilibres occlusaux, du bruxisme. On va aussi parler des douleurs chroniques et de la qualité de vie qui peut être largement améliorée de nos patients. Reste bien jusqu'au bout parce que tu vas apprendre plein de tips pratico-pratiques que tu peux appliquer dès demain à ton cabinet et même nous parler de quelques anecdotes qu'il a lui-même vécu dans son cabinet et qui peut vraiment t'apporter dans le tien. Bref, si tu pensais que l'occlusion c'était juste une histoire d'articulés dentaires, ce podcast va évidemment te surprendre. N'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire, ça permet de soutenir cette chaîne et continuer à aller chercher des intervenants de plus en plus intéressants. Merci d'être venu jusqu'ici. Merci à toi de m'avoir invité. Pas de souci, on va parler un peu d'une pratique qui sort quand même beaucoup de l'ordinaire, on peut le dire. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, un petit peu ce que tu fais Alors, je suis occlusodontiste depuis quelques années. J'ai commencé, donc je suis sorti de la fac en 2009 à Lyon. Et au début, j'étais un peu orienté esthétique parce que c'était la mode. J'ai fait ça tout de suite après. Et puis rapidement, ça m'a un peu déçu parce que je trouvais qu'on rentrait pas assez profondément dans le dialogue avec les patients. Et c'était toujours un peu superficiel la demande. Et donc, j'ai fait beaucoup de prothèses. Et quand on fait beaucoup de prothèses, on finit par avoir beaucoup de soucis d'occluso. Et donc, c'est là que je me suis dit, je peux pas rester incompétent en occluso si je fais beaucoup de prothèses. Et donc, je me suis mis à faire des DU, à faire des formations et beaucoup d'intérêt pour la chose. Et finalement, j'ai plongé pour faire aujourd'hui plus que ça. Donc, c'est une dérive lente vers l'occlusion, mais c'était pas voulu au départ, quoi. C'est l'occluso qui m'a... Enfin, c'est les échecs qui m'ont forcé à venir à l'occluso, quoi. Les genres d'échecs que tu as eu, c'était quoi exactement quand tu dis échec? Eh ben, c'est de la iatrogénie, c'est-à-dire quand on fait de la prothèse de grande étendue sur les patients, on crée quand même des désordres, alors des changements qui demandent de l'adaptation de la part des patients, et quelquefois ça se passe bien, et quelquefois les patients n'arrivent pas à s'adapter, et on est très embêté parce qu'on crée des pathologies ostéo-articulaires, musculaires avec nos traitements. Et quand on sort de la fac, on n'a pas toujours ces connaissances-là pour pouvoir aider les patients et, on va dire, corriger notre iatrogénie. Ouais, donc ce que tu me disais un peu en off, c'est que tu avais eu une patiente, je sais pas si tu peux raconter ce cas. Donc le premier cas qui m'a fait basculer, c'était un cas d'esthétique. Donc j'ai été avec une patiente à qui j'ai fait... les 12 facettes, plus les overlays, la remontée de DV, tous les jolis cas qu'on voit, style technique Vailati, pour une usure importante. Et donc c'était la mère d'une amie dentiste, donc elle était elle-même orthodontiste, donc je fais un joli cas, très bien, tout collé, parfait esthétique, mais la patiente, elle jouait au volley, et suite au traitement, elle peut plus bouger la tête, ni bouger le bras, elle est coincée, elle peut plus faire de holé. Et elle me dit, mais elle a pas forcément conscience que c'est les dents, mais elle va voir quand même un copain occluso suite au traitement que j'ai fait. Il la voit, il fait un petit réglage et derrière, instantanément, la douleur disparaît, elle peut rejouer au volley. Et donc, je me suis pris une petite chasse parce que c'est moi qui avais posé les couronnes et qui avait fait une petite surocclusion sur une dent. Voilà, donc ça, c'est le premier cas qui m'a mis le pied à l'étrier en me disant, putain, je peux pas poser des dents, je peux pas faire de la prothèse si je sais pas ce que je fais derrière, si j'équilibre pas parfaitement les jambes. Ouais. Donc, tout doucement, tu as basculé après en te disant, il faut que je règle ces problèmes d'occlusion et je me forme du coup. C'est ça. Donc après, derrière, je fais des formations un peu en posture, je fais des formations Abjan à Brest, je fais le Legal à Strasbourg, je vais voir des élèves de Closade pour la posture, je m'inscris au CNO, je fais plein de choses, mais ça tourne toujours autour de l'occlusion et finalement, j'ai toujours autant d'échecs, à mon grand étonnement. C'est-à-dire que plus je pousse le bouchon, plus c'est difficile de régler l'occlusion, plus les cas sont compliqués, et j'arrive toujours pas
à soulager les patients. J'ai pas de satisfaction. J'ai l'impression de faire des prothèses plus équilibrées, mais j'ai toujours autant de soucis, quoi. Et donc, je continue de me former. Je me dis, je suis pas assez bon. J'achète des outils pour vérifier l'occlusion, des outils numériques. Et finalement, je tombe sur quelqu'un qui me montre que on peut aider les patients en les aidant à améliorer leur capacité d'adaptation, c'est-à-dire qu'on n'est plus à régler l'occlusion, mais on est à les aider à récupérer musculairement et à les aider à s'adapter à l'occlusion. Donc après, on va y revenir, je vais m'expliquer un peu là-dessus, je pense que c'est important. Mais ma vision de l'occlusion, elle change petit à petit. Et j'essaie aujourd'hui, dans la mesure du possible, de plus toucher l'occlusion, donc notamment avec toutes les formations européennes qu'il y a sur la douleur orofaciale. Je me suis formé après aux États-Unis et j'apprends que tout le monde va dans ce sens-là, à part en France où on a encore un peu de mal à lâcher l'occlusion. Alors je vais me faire huer dessus par les occlusodentistes parce que je les aime bien en plus. C'est beaucoup des amis, mais je pense que plus ça va, plus il faut éviter de toucher l'occlusion, quoi. Donc il y a quelques cas où le patient, il vient d'avoir une couronne, elle est mal réglée et il y a vraiment un souci articulaire. Il faut quand même régler l'occlusion. Je veux dire, c'est notre métier, il faut qu'on pose des dents, il faut qu'on règle l'occlusion, que ce soit correct. Mais il faut pas chercher peut-être à la perfection occlusale comme on l'entendait en cours d'occluso, mais plutôt à chercher un équilibre moyen et après travailler sur la capacité d'adaptation du patient. C'est ça que je veux dire, quoi. Donc on va dire pas d'énormes boulettes, mais quelque chose de correct, quoi. Mais pas retrouver une classe 1 parfaite avec les dents parfaitement emboîtées pour penser que ça va régler le souci occlusal, quoi. C'est ça. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a beaucoup de patients, ils n'ont pas la même occlusion assis qu'allongés. S'ils portent un gros sac pendant un moment à droite, il va y avoir une occlusion qui est plus marquée à droite. Le lendemain, ils ont mâché un peu plus à gauche, et ils ont l'occlusion qui va appuyer plus à gauche. Et si on commence à vouloir régler à quelques microns partout, chez ces patients un peu fragiles, c'est sans fin, puisque l'occlusion, elle change tous les jours, quoi. C'est quelque chose de dynamique. Et c'est là où il faut pas réfléchir en termes d'occlusion, mais en termes d'adaptation. C'est-à-dire que quelqu'un de normal, normalement, il serre pas des dents toute la journée, et même s'il a une occlusion perturbée, s'il serre des dents que 2-3 minutes par jour, ça n'induit pas tous ces problèmes. Et le fait qu'on soit bien dans son corps et dans sa bouche, ça vient du fait que les muscles sont détendus, que les propriocepteurs donnent de bonnes informations, qu'on sent pas sa bouche, qu'on est confortable. Si on a des douleurs, si on sent notre occlusion déréglée, c'est peut-être aussi que les propriocepteurs sont déréglés. Parce qu'on a trop serré des dents, parce qu'on est un peu fragile, parce qu'on est stressé, parce qu'on a mal dormi. Et moi, je donne toujours l'exemple aux patients. C'est comme quand vous faites un grand trajet en voiture. Au début, vous vous installez dans la voiture, vous avez l'impression que le volant il est bien réglé, que le siège est comme il faut, vous voyez bien, vous êtes capable de démarrer, de faire 100 km. Mais si vous avez fait 8 heures de voiture derrière, peu importe comment vous réglez le siège, vous trouvez ça toujours inconfortable. C'est-à-dire que c'est pas le siège qui s'est déréglé, c'est nos propriocepteurs qui sont fatigués, c'est la tension qui s'est accumulée, qui fait qu'on ne supporte plus la position. Et donc, souvent, c'est le cas, par exemple, après un traitement orthodontique. Donc, les patients, ils ont été en tension, ils ont eu une occlusion perturbée pendant X temps. Derrière, les muscles sont perturbés, fatigués, mais ils tiennent, vous débaguez et ils savent plus retrouver leur occlusion. Ils ont ce qu'on appelle des dysesthésies occlusales à la suite des traitements orthodontiques parce que les muscles sont fatigués, les propriocepteurs donnent plus les bonnes informations et ils retrouvent plus leur occlusion. Donc là, c'est pas un réglage occlusal qu'il faut faire peut-être, parce que l'occlusion, on sait que naturellement, elle va finir par se modifier, par s'emboîter, il y a encore des micro-mouvements qui se font. Et si vous essayez tout de suite de fraiser les dents, ce qu'on suggère quand même de plus en plus, enfin, ce qu'on suggérait à mon époque, on commence à régler, à toucher une dent, puis 2, puis 3, et puis en fait, le patient est toujours mal parce qu'on n'a pas réglé son problème musculaire et son problème de propriocepteur, de dysesthésie. Et on arrive sur des catastrophes, quoi, avec des gens qui sont perdus, qui refont des traitements sans arrêt et qui sont très douloureux, quoi. Pour toi, du coup, plutôt se former en occluso, par exemple, pour après un traitement ortho. Je te dis ça parce que je fais un peu d'ortho, donc pour l'accompagnement après, plutôt essayer de se former en occluso, mais occluso, pas réglage occlusal. C'est ça. C'est ce qui est un peu difficile à trouver en France, c'est qu'il n'y a pas ces formations encore aujourd'hui sur qui sont bien identifiées. Il y a la tienne, du coup, maintenant. Ouais, c'est vrai que je propose une petite formation sur le bruxisme, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas encore bien dans les mœurs. Mais
naturellement, personne n'a envie de toucher l'occlusion et de régler les dents. D'ailleurs, les patients, ils n'ont pas envie qu'on touche les dents, ils sont malins. Et ils ont raison. Mais ce que je veux dire, c'est que ça coûte pas grand-chose d'aider le patient en lui proposant des exercices, en lui proposant de la kiné, lui faire comprendre que le problème, il est musculaire, il est proprioceptif, de dire que ça va s'arranger. Souvent aussi, c'est des patients un peu stressés, qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'être accompagnés. Mais de plus en plus, on est non-invasif, quoi. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de l'occluso aujourd'hui, c'est la non-invasivité qu'on va proposer. Et ça va dans le même sens que toutes les disciplines du dentaire, quoi. On essaie de moins en moins de toucher les gens. Ouais, c'est clair. Juste pour revenir à, tu disais que tu avais fait une formation aux États-Unis qui t'avait un petit peu vraiment changé ta vision. Est-ce que tu peux donner peut-être quelle formation tu as faite, si quelqu'un après, je la mettrai aussi en commentaire, mais comme ça au moins. Donc, après le Covid, les États-Unis ont mis en place beaucoup de formations en ligne parce que même eux, ils avaient du mal à se déplacer. Puis finalement, ils ont rencontré un succès avec ça. Donc, j'ai fait le Orofacial Pain Beyond TMD. Donc, c'est à l'université de Rutgers et c'est le Internet Course. Donc, c'est à peu près une centaine d'heures de cours avec des TD en ligne, avec des cours magistraux, mais enregistrés et puis avec des parties TP, avec des grands noms, des grands occlusodentistes américains. Donc Rutgers, ça fait partie de l'université du New Jersey. Et il y a la même à UCLA, donc en Californie, à Los Angeles. Et c'est des programmes qui sont très bien. Après, on peut aller au-delà parce qu'aux États-Unis, ils ont créé la formation, enfin la spécialité en douleur orofaciale, donc c'est un peu la spécialité d'occlusodontiste qu'on a en France, mais chez eux, elle est officialisée. Donc depuis les 2-3 ans, c'est assez récent, hein, il y a la spécialité complète et on peut faire 2-3 ans de cursus là-bas complet. C'est assez lourd, hein, parce que c'est à plein temps, il faut y aller, et c'est un gros budget. Je me suis pas senti d'aller jusque-là à faire tout ça, mais déjà, la première partie théorique, en fait, c'est un espèce de module comme un AEU d'implantologie avant un DU, c'est-à-dire que c'est un module obligatoire avant de faire la spécialité de douleur orofaciale, puisque après c'est sur un dossier, mais c'est déjà un très bon cours qui est complet et qui permet d'appréhender beaucoup de douleurs de la face qu'on comprend pas, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens m'adressent comme occlusodontiste en pensant que je vais régler l'occlusion, mais c'est pour toutes les douleurs qu'ils n'arrivent pas à comprendre, quoi. C'est-à-dire que c'est l'endo qui m'envoie des douleurs parce qu'il a mal à une dent, il comprend pas. C'est le maxillo qui m'envoie un patient qui n'arrive pas à ouvrir ce qu'il a mal, il sait pas trop ce qu'il a. C'est le dentiste qui n'arrive pas à régler son bridge complet parce que le patient est inconfortable, donc on me l'envoie. Ouais. Donc en fait, dès qu'il y a un truc bizarre, une douleur de la face, ça arrive chez moi et il faut que je me débrouille. Dès qu'il y a une douleur autre que médicale, où on se dit c'est pas une infection, tout ça, qu'on n'arrive pas à régler, les gens ils te l'envoient. Et le but de toutes ces formations, c'est d'arriver à faire le bon diagnostic. Parce qu'en fait, c'est le problème qu'on a, c'est de faire le diagnostic comme il faut, de savoir ce que le patient est là. C'est-à-dire que la plupart des dentistes, quand ils savent pas, ils disent on va faire une gouttière et je sais pas trop ce que vous avez. Alors, ça peut marcher si on a fait le bon diagnostic, mais si on a un vrai diagnostic sur est-ce que c'est musculaire, est-ce que c'est articulaire, est-ce que c'est neurologique, est-ce que c'est neuropathique, quel muscle c'est, si c'est un muscle, comment on va le masser, comment on va le détendre, si c'est articulaire, est-ce que c'est inflammatoire, est-ce que c'est pas inflammatoire, est-ce que c'est traumatique ou pas, est-ce que c'est récupérable. En fait, tout ça, il faut arriver à faire un vrai diagnostic de la pathologie, et c'est ce qui permet après une bonne prise en charge. Mais c'est pas on fait une gouttière. Parce que si on fait une gouttière, déjà des gouttières, il en existe 1000. Il y a 1000 façons de les régler, il y a 1000 exercices à faire derrière, 1000 positions. Et c'est pour ça que tout le monde a sa petite sauce, mais c'est pas la même chose selon le diagnostic. Et c'est vraiment important, si on veut faire l'occluso correctement, de faire des bons diagnostics. J'ai regardé un peu ton site et c'est vrai que tu parles souvent de bruxisme. Toi déjà, comment tu le définis? Est-ce que c'est vraiment comme nous on l'a entendu à la fac, ou c'est grincement, serrement? Ou est-ce que tu as une autre vision par rapport à ça? Oui. Dans la tête de tous les dentistes, de tous les patients, bruxisme, c'est usure dentaire. C'est ça. Donc ça, oui, un peu, mais pour moi, c'est pas le gros du problème. Le bruxisme en grincement, tu refais des dents, ça se passe bien, quoi. Je veux dire, il y a un peu de casse, mais t'auras pas de problème de douleur. Tu peux remonter les DV, il n'y a pas de souci. C'est des gens qui s'adaptent bien. Parce qu'en fait, le bruxisme en grincement, c'est un bruxisme en mouvement et il va stimuler la vascularisation des muscles, des articulations. Et c'est des gens qui ont souvent les masséters développés, des grosses articulations et pas de souci de douleur. Hein.
Ok. puisque le mouvement nourrit le muscle et il se développe. Tu mets quand même une gouttière après pour protéger. Le problème, il est prothétique, c'est-à-dire que tu fais du costaud, tu protèges, oui, mais franchement, si tu arrivais à mettre des couronnes en métal partout, tu n'aurais pas de problème en fait chez ces patients. Okay. C'est un problème juste prothétique. Ok. Ça, c'est une chose. Après, on peut essayer de réduire le bruxisme parce que souvent, il est lié à des problèmes d'apnée, à des problèmes de stress ou des choses comme ça. Donc, ça, on peut travailler sur les causes. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le bruxisme de l'éveil. C'est pas quelque chose qui est encore bien rentré dans les consciences, mais le bruxisme de l'éveil, il est lié à l'anxiété. Et on est dans une société anxieuse. On est tous au bord du burn-out. C'est clair. On est anxieux sur le climat, sur la manière, les politiques, etc. Qu'est-ce qui va nous arriver dans les années à venir? Et une manière de répondre à l'anxiété, c'est la crispation de la mâchoire. C'est le bruxisme de l'éveil. Donc ce bruxisme, il est insidieux parce qu'on ne le remarque pas. Il est en serrement. Les gens ont l'impression que serrer des dents, c'est normal. On l'oublie, on s'en rend pas compte. Et ça crée petit à petit une fonte musculaire. C'est en fait quand votre muscle il est tendu pendant longtemps, il va avoir tendance à réduire jusqu'à plus avoir de volume. Donc déjà, ces patients, ils n'ont pas de gros muscles. Première différence, c'est-à-dire que ça se voit plus qu'ils bruxent. Et ensuite, quand le muscle il a fondu... Donc là, juste pour revenir bruxer, du coup, c'est serré. Là, c'est pas grincé. Il y a plusieurs formes de bruxisme, mais c'est un bruxisme en serrement, bruxisme en grincement, okay. Mais on pense toujours bruxisme en grincement, alors que le problème, c'est le bruxisme en tension, en serrement. Ouais, d'accord. Et ces bruxismes, on va dire, sans mouvement, sont beaucoup plus traumatiques pour les articulations. C'est eux qui créent la plupart des dysfonctions temporomandibulaires et pour les muscles. Donc, c'est eux qu'on a à traiter en premier quand on traite de la douleur orofaciale. Parce qu'il n'y a plus la vascularisation. C'est ça, c'est-à-dire que ça crée une atrophie musculaire, ça crée une atrophie articulaire. Hein, l'articulation n'est pas bien huilée, on a des blocages qui apparaissent, on a beaucoup de soucis. Et finalement, on se rend compte que le bruxisme de l'éveil, c'est quelque chose qu'on peut contrôler puisque c'est la journée. Et il n'y a peut-être pas besoin de gouttière parce que c'est la journée. Donc déjà, on comprend que le traitement de toutes ces douleurs, c'est pas toujours une gouttière. Donc déjà, il faut bien identifier le type de bruxisme. Ensuite, on peut faire beaucoup de comportemental puisque c'est lié à l'anxiété et c'est pendant la journée. Donc, par exemple, on peut faire 1 heure de sport par jour et c'est déjà un très bon traitement du bruxisme de l'éveil. C'est aussi notre boulot de proposer ce genre de traitement. C'est ça. On n'est pas que... Mais ça, les patients, si on leur explique pas qu'ils ont mal parce que c'est juste qu'ils se serrent la journée, et si vous donnez une gouttière, c'est zéro, c'est un coup dans l'eau, quoi. Alors que si on explique sur le comportemental que c'est parce qu'il est tendu, qu'il est anxieux, qu'en fait, s'il veut supprimer ses douleurs, il faut qu'il change un petit peu son mode de vie, qu'il faut qu'il fasse un petit exercice d'étirement, qu'il revoie sa position de repos, et que peut-être il ajoute 1 heure de sport par jour. S'il veut plus avoir ses douleurs, si ça le gêne pas trop, il peut continuer à mener la vie qu'il a. Mais si vraiment c'est très douloureux, il faut qu'il change quelque chose. Et je suis là pour l'aider. On est là pour le coacher, en fait. On devient des coachs de vie. Et dire, allez, on va se motiver, je vous accompagne, on va essayer de baisser le niveau de stress, le niveau d'anxiété. Mais toi, tu es occluso, donc toi, il t'écoute. Mais est-ce que, par exemple, en tant qu'omni, si jamais nous, on leur propose ça... Je pense que les gens ont plus confiance dans leur omnipraticien que dans un spécialiste. Ah ouais, tu penses? Je vois quand j'étais encore, il n'y a pas très longtemps, omnipraticien, souvent, tu as dû remarquer, tu envoies quelqu'un, un spécialiste, il revient vers toi, et il veut quand même ton avis pour savoir s'il fait quand même le boulot du spécialiste. C'est-à-dire que les gens... Tu es le pilier de leur confiance comme le médecin généraliste. Il t'accorde beaucoup d'importance et il sait qu'en plus, c'est toi qui prendras la suite s'il y a un problème. Donc, les gens, ils sont prêts à écouter leur généraliste, ils ont confiance en eux et je pense que vous avez toute légitimité pour le faire et en plus, c'est pas compliqué. Donc, moi, je pense que les occlusodontistes, ils sont là temporairement pour montrer la voie et puis peut-être pour dans des grandes villes où il y a beaucoup de demandes. Mais sinon, c'est quelque chose d'assez simple, l'occlusodontie, comme on la voit aujourd'hui. Et je pense que tous les omnipraticiens peuvent le faire. C'est parce qu'il y a beaucoup de comportemental, et même, j'irai plus loin, je pense que des assistantes bien formées peuvent tout à fait faire ça parce que c'est quelque chose de gratifiant, c'est un échange avec les personnes, ça demande juste un peu de temps. Et ça ne demande pas d'outils techniques. Voilà. Ça demande juste de l'écoute, un bon questionnaire
un peu d'empathie. Ouais, Ouais. ça sort vraiment de ce qu'on peut voir en dentisterie, où vraiment toutes les formations qu'on voit, c'est technique, technique, technique. Ouais. Et au final, ce genre d'approche, bah, il y en a quasiment peu, au final. Ouais, c'est pas très vendeur de produits. Non, Hein. non, c'est pas très vendeur, mais au final, on en parlait hier avec Dr Gex, il disait franchement, 80% c'est l'humain, c'est en fait parce que les patients, ils se disent, un bon dentiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est humain. Ouais, Il juge pas ton côté technique. Donc en fait, c'est hyper important bien et on sûr. l'oublie souvent. Ouais. Ouais, on se réfugie derrière. J'ai une caméra, j'ai un C'est scanner, ça, donc je suis un bon dentiste. Hein. c'est ça. Et toujours, c'est ce qui est mis en avant sur les sites internet, c'est le matériel qu'on possède, les techniques utilisées, le laser, le bloc, la stérilité. Et en fait, ça impressionne un peu les patients, mais vraiment, ceux qui ressentent au contact du dentiste, la première impression, l'écoute, bah oui, ça c'est le fondement de notre métier, quoi. C'est ça. C'est un métier de Ouais, soin, ouais, c'est c'est clair. Et juste pour pour revenir, revenir à quand tu ça. disais, on peut proposer 1 heure de sport, toi, comment tu l'expliques aux patients? Est-ce que tu as un petit discours déjà préconçu ou pas? Parce que c'est vrai que lui dire, ben voilà, vous êtes stressé, faites du sport, c'est difficile de l'amener. Est-ce que tu as un petit tips à donner ou un petit discours? Eh ben, je reviens souvent sur l'exemple de la voiture. T'as fait 8 heures de voiture. T'es pas confortable dans ton siège. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, tu Tu fais une pause, t'arrêtes, quoi. tu fais une Ouais, pause. Hein. Tu vas marcher un peu, tu vas mettre un peu d'essence et tu vas promener dans le magasin, ouais, faire ouais, pipi et puis regarder les deux trucs à la station essence. Ça te fait du bien en fait. ouais, ouais, c'est ça. Juste ça te change de ta routine et tu as l'impression d'aller mieux. Et si en plus tu pouvais faire un petit sortie en plein air, courir un peu, les enfants ils vont jouer dans les jeux sur les aires d'autoroute quoi. Tu Ouais, vois, ça ouais, va c'est mieux, ils clair. remontent dans le siège. Tu sais, déjà ils se battent plus à l'arrière. Ouais, c'est clair. Donc nous, c'est pareil. C'est-à-dire, je leur dis, vous avez fait une journée de 8 heures difficile, vous avez une concentration, vous êtes focus, vous êtes un peu anxieux. Ben, descendez de la voiture, quoi. Ouais. Faites une pause. C'est dur, hein, parce qu'on a des vies à 1000 à l'heure, mais c'est vital. Je veux dire, si vous êtes prêt à dépenser pour venir vous soigner, en fait, moi, le traitement, je l'ai, il est gratuit. Ouais, Si tu descends de ta voiture, quoi. ouais. Et c'est bête, hein, Tu peux même mais prescrire des séances de sport maintenant, apparemment, ouais. par ordonnance. C'est sûrement parce qu'il y a des vacances aussi, les gens ils me demandent. Ouais, c'est clair. J'aimerais bien. Hein. Je pense que ça fait partie des changements de paradigme dans la médecine. C'est-à-dire qu'on était beaucoup dans je te donne un médicament, tu vas mieux, tu suis ma prescription. Aujourd'hui, on lui dit ben, prends-toi en main, change ton mode de vie. Ouais, C'est-à-dire que tu vois, on dit aux gens il faut manger mieux équilibré, il faut se coucher à heure fixe, faut faire un peu de sport. Alors c'est vrai que c'est un peu rébarbatif et c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours avoir une bonne hygiène de vie. C'est dommage parce que moi j'aime faire la fête jusqu'à pas d'heure, picoler, fumer. Et je me retrouve comme ça encore à dire aux gens il faut avoir une vie sérieuse, faut faire du sport. toi, du coup, tu essayes d'appliquer un peu quand même. J'essaye pour moi, mais c'est souvent le cordonnier le plus mal Ouais, chaussé. c'est Hein. ça. Donc je suis pas un super bon exemple, je serre un peu des dents. Mais j'ai pas de douleur, donc je compense. Hein. On n'est pas obligé de tous faire du sport à outrance, mais en tout cas, les gens qui ont un tempérament anxieux, qui ont tendance à beaucoup serrer des dents, il faut qu'ils s'aèrent plus, il faut qu'ils dorment plus que les autres, il faut qu'ils aient une meilleure qualité de Mhm. vie. Et en fonction de nos possibilités, eh ben, il faut adapter notre mode de vie, quoi. Ouais, je Ouais. vois. Et est-ce que du coup, ils t'écoutent ou pas? Parce que c'est vrai que s'ils viennent pour un soin ou un traitement, une gouttière ou quelque chose de palpable et que tu leur donnes ce conseil, des fois ils peuvent dire, vas-y, il me saoule et tu vois ce que je veux dire? Un peu comme la pilule magique pour maigrir, tu vois? Ouais. Alors en fait, j'ai un mode de fonctionnement qui incite à faire les exercices. C'est-à-dire que je fais payer les patients à la consultation et ils payent chaque fois qu'ils me voient. Donc c'est pas un forfait comme pour une couronne si tu veux un traitement de réussite, où là je serais dans le piège de s'il fait pas les exercices et qu'il n'y a pas de résultat, je serais bloqué. Ouais. Donc j'ai décidé de faire payer à la consultation et c'est assez cher. Donc le patient rapidement il est incité à ce qu'il aille mieux parce qu'il sait qu'il revient chaque fois il paye. Ouais, au final, c'est le bon compromis. C'est ça. Et c'est vrai que j'en ai qui font pas les exercices et qui ne progressent pas. Hein. J'ai pas des taux de succès d'implantologue ou d'endodontiste. On est sur de la médecine, sur des maladies chroniques liées au stress, etc. Donc,
si j'ai 60-70% de taux de succès, ce que je pense aujourd'hui, c'est très bien. Mais je suis pas à 99%, quoi. Parce que on est sur de l'humain, on est sur des patients stressés qui, des fois, ont des parcours de vie difficiles. Il y a des douleurs dont on n'a pas encore le diagnostic. C'est toujours, comme je disais, l'important, c'est d'avoir le diagnostic. Il y a des pathologies complexes qui arrivent, des fibromyalgies, des choses que même la médecine n'a pas vraiment de réponse pour eux, qui ont des répercussions sur la mâchoire. Et quelquefois, je suis bloqué. Et ça arrive quand même toutes les semaines. Donc, si vous me voyez travailler, hein, c'est pas du 100% de succès, quoi. Mais j'arrive à aider beaucoup de gens de manière simple, non invasive. Et ça me paraît être déjà une belle avancée, quoi. Ouais, c'est sûr. Et tu disais sur le site que j'ai vu que tes parents étaient psychiatres. Du coup, et là, tu parles de côté psy. Est-ce que ça t'a aidé dans ton parcours? Est-ce que ça t'a peut-être donné envie de partir là-dedans? Ouais, je pense que effectivement les chiens font pas des chats. Et on a une appétence familiale pour écouter les gens, un peu d'empathie. Et je me reconnais assez bien dans la pratique que j'ai. C'est-à-dire que c'est une pratique qui me ressemble. J'aime bien écouter mes amis, je suis pas très bavard, donc à part là... Là, je te pousse à parler. En général, j'ai tendance à me mettre plutôt dans une position d'écoute. Et ces patients-là ont besoin d'être écoutés, quoi. Okay. Voilà. Donc, c'est juste ça, en fait, quand je veux dire que je suis issu d'une famille de psychiatres, c'est juste que on aime écouter les gens. Okay. Donc, ça arrive pendant 20 minutes, pendant la consultation, je parle pas, je prends des notes, ça paraît un peu, des fois, lent. Mais ça permet aux patients de s'exprimer. Et souvent, on le laisse pas s'exprimer, hein. Moi, j'ai appris, par exemple, j'ai été choqué, j'ai fait un cours d'occluso pour le DU, et on m'apprenait à couper la parole aux patients pour pas que ça prenne trop de temps. Ah bon? Ouais. Parce qu'ils disaient, ces patients-là, ils s'étalent trop sinon. Donc, incroyable, quoi. En cours universitaire, incroyable. On t'apprend à couper la parole aux patients. Ils disaient, il faut que ça dure pas plus de 3 minutes, l'interrogatoire. Incroyable. Alors que c'est des gens... Si tu les écoutes vraiment, souvent, tu as toutes les réponses, tu sais tout, tu sais pourquoi ils vont mal, pourquoi ça va pas, pourquoi tu vas être en échec parce que il est en train de divorcer, parce que il s'est disputé avec son fils ou quoi. Et si tu prends pas ça en compte, tu peux pas comprendre le patient, pourquoi il a mal et tout. Et puis un jour, une semaine après, tu le vois, il s'est réarrangé avec son fils avec qui il parle et finalement, sa mâchoire va mieux. Et toi, tu as l'impression que c'est parce que ta gouttière, elle a réglé le problème. Non, en fait, il faut avoir le problème dans sa globalité et ça passe que par écouter les patients, malheureusement. Et ça demande beaucoup de temps, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, à côté, tu bosses quand même avec des psys ou des personnes, alors des ostéos ou des choses comme ça? On bosse avec beaucoup de gens. Quand je sens qu'il y a un problème, et on le sous-estime beaucoup dans toutes les douleurs de la face, il y a souvent un problème d'abus sexuel, souvent, qui est derrière. Donc, il ne faut pas le négliger. Les études ont montré que c'est quand même un tiers des patients qui souffraient de douleurs de la face qui avaient été abusés sexuellement. Donc, faut quand même le savoir parce qu'il faut être prêt à entendre ce... Faut être prêt à entendre ça, il faut l'encaisser. C'est ça. Et il faut l'accepter sans l'écouter, sans jugement, c'est pas facile. Et ces gens-là, il faut quand même, c'est quand même un tiers de mes patients, il faut quand même les pousser à voir quelqu'un s'ils l'ont pas fait, parce qu'on pourra pas cicatriser d'un problème d'anxiété ou de tension si on n'a pas réglé ce problème d'abus sexuel, par exemple. Donc, il faut arriver à lever des non-dits, qui sont, parce qu'ils vont pas le dire forcément chez le dentiste, hein, on le pense bien. Et donc, il faut les accompagner, il faut toujours proposer de manière sans jugement une aide psychologique, proposer une liste de praticiens. C'est pas une obligation, je pousse pas, mais en tout cas, je le recommande fortement, voilà, chaque fois. Et les gens, ils le comprennent d'eux-mêmes, hein. Ils savent très bien au fond d'eux que c'est lié, les douleurs. Donc, on n'a pas besoin de les convaincre, hein. Mais ils ont juste besoin qu'on les écoute et qu'on les juge pas et qu'on leur montre une voie, souvent, quoi. Ensuite, il y a des problèmes plus classiques. Donc, ça peut être des problèmes respiratoires, ça peut être des problèmes vraiment, on va dire, hormonaux, donc thyroïde, dopamine, etc. Il y a beaucoup d'hormones qui sont en lien avec le bruxisme et il faut s'entourer chaque fois des spécialistes et à savoir adresser. Donc, dans le questionnaire, souvent, il y a des petits signes qui vont nous alerter sur une pathologie
concomitante du bruxisme. Parce que le bruxisme, c'est pas une pathologie en soi, c'est un symptôme. Et c'est souvent le symptôme d'une maladie plus générale. Donc ça peut être, on a vu un syndrome des jambes sans repos, de l'apnée du sommeil, ça peut être un Parkinson débutant, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, quand on a l'interrogatoire du patient, quand on fait l'examen, avant l'examen clinique, il faut déjà qu'on sache quelle est la forme de bruxisme qu'il a. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir l'aider. C'est pas juste en mettant une gouttière, c'est quand même en allant chercher ce qui cause son bruxisme. Est-ce que c'est que le stress ou est-ce qu'il y a une pathologie plus lourde derrière? Parce que ça sert à rien d'envoyer tout le monde faire du sport ou du psy si finalement il y a une pathologie métabolique derrière, quoi. Ouais, donc c'est pas toujours le sport le traitement, mais souvent c'est quand même le stress, on est d'accord. Ouais. Ok. Et du coup, donc là tu t'entoures du coup de spécialistes et de psy et les ostéos peut-être aussi ou les coachs pour reprendre en main le sport. Enfin, toi t'es la pierre angulaire un peu au final. Voilà, moi j'aime bien être le chef d'orchestre. Ouais, c'est ça. Ça me va bien. Je délègue les tâches, je fais le diagnostic, je règle ma gouttière quand il y en a besoin d'une, parce que c'est ce que je sais faire. Voilà. Et après j'essaie d'adresser à qui bon me semble. Les ostéos, c'est des bons alliés, mais il faut s'en méfier parce que... Alors je dis ça parce que ma femme elle est ostéopathe. Hein. Il faut beaucoup s'en méfier des ostéos parce qu'ils ressentent des choses, mais ils n'ont pas de diagnostic. Donc, et nous, on ressent rien, parce qu'on n'a pas habitué à ça, mais on essaie de faire des diagnostics. Donc on est complémentaires, mais on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, et souvent on a du mal à discuter, parce que eux ressentent des tensions, mais ils savent pas les expliquer. Donc ils traitent localement, ils massent, ils font un exercice d'étirement, ils replacent dans le mouvement l'articulation, le muscle, mais ils n'ont pas fait de diagnostic. Okay. Et comme on l'a vu, le bruxisme, des fois, peut être une pathologie métabolique ou des choses comme ça. Et donc, ils comprennent pas pourquoi ça récidive. Donc, ils traitent, ils détendent, mais ils n'ont pas traité la cause. Et c'est à nous d'aller traiter la cause. Et souvent, une fois qu'on a traité la cause et que ça va mieux, qu'on a cherché ce qu'il fallait, il faut quand même détendre le muscle, puisque ça fait des années qu'il est coincé, qu'il est bloqué. Donc oui, on a besoin des ostéos. Mais l'ostéo, attention, c'est pas la recette miracle. Il faut qu'ils soient accompagnés du diagnostic. Parce que eux, ils sont juste là pour redonner du mouvement aux muscles, à l'articulation. Et c'est souvent ce qui pêche, en fait, parce qu'ils voient les gens une fois ou deux, et si ça va pas mieux, ils revoient plus, quoi. Et donc, ils ont un travail ponctuel. Donc, moi, je dis, c'est ils vont faire quand tu sors de la voiture que t'es tendu, ils vont t'étirer un peu et que tu puisses remarcher quand vraiment t'es verrouillé. Mais c'est pas eux qui t'ont dit de t'arrêter parce que t'avais trop roulé ou quoi. Juste, lui, il a vu que c'était un peu tendu et il te relance, quoi. Ouais, je vois. Donc, il faut le diagnostic en plus. Et je pense que c'est à nous d'adresser à l'ostéo quand on sent que c'est bloqué, que ça va pas, quoi. Donc, c'est complémentaire, mais il faut un chef d'orchestre. Sinon, le patient, il est perdu. C'est toujours le bazar, quoi. Il va voir un ostéo, puis ça va pas. Donc, il va en voir un deuxième. Il y en a toujours un qui est meilleur. Après, finalement, il va voir, je sais pas moi, un ortho. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui a une bonne solution, mais la bonne solution, c'est quand tout le monde travaille ensemble, parce que c'est une pathologie multifactorielle. Ouais, c'est clair. Et c'est pas un après l'autre, c'est tout le monde en même temps ou très rapproché, si on veut avoir du résultat. Parce que si t'as détendu, mais que le mec, il bruxe, en 3-4 jours, il est retendu. Ouais. Si on a traité la cause, mais qu'il est pas détendu, il aura toujours mal. Voilà, donc et ça, les patients aussi le comprennent bien, qu'il va falloir faire le tour de plusieurs personnes, mais si on leur met un protocole avec la manière dont les rendez-vous doivent se succéder, pour eux c'est clair et ils sont prêts à le faire. Ce qu'ils sont pas prêts à faire, c'est être balancé parce qu'on n'a pas de solution à un autre spécialiste. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit je sais pas ce que vous avez, allez chez l'ostéo, parce que j'entends ça souvent aussi. C'est ce que je fais. Hein. Voilà. Et le gars, il a un petit craquement articulaire, je sais pas, aller chez l'ostéo, ça marche pas. Donc ça, il faut changer les habitudes, mais ça veut dire qu'il faut qu'on sache faire le diagnostic, quoi. Il faut qu'on sache pousser les choses. Pour ça, il faut se former, du coup, parce que t'es un peu obligé. C'est ça. Mais je pense que ça va venir. Les mentalités sont en train de changer là-dessus. Et les gens, je vois, ils s'y performent aujourd'hui. Enfin, on a des formations e-learning, on a plein de choses. Et moi, je suis étonné des connaissances qu'ont les omnipraticiens, quand même, qui petit à petit, je veux dire, le niveau de l'omnipraticien, il fait qu'augmenter chaque année, quoi. Aujourd'hui, il est presque... Enfin, en endo, c'est impressionnant. Tous les omnipraticiens font de l'implanto, ils font un peu d'orthodontie, ils font de la chirurgie. Et globalement,
même si on veut nous faire croire l'inverse, je trouve que le niveau de l'omnipraticien, il est de plus en plus exigeant. C'est pour ça qu'ils sont aussi un peu sous pression. Ils font toutes les spécialités. Ils sont confrontés à des difficultés parce que le niveau des rémunérations baisse, les charges augmentent, des patients de plus en plus exigeants. Franchement, omnipraticien, c'est difficile, quoi. Il faut arriver à tout combiner. Donc, oui, les omnipraticiens, vous pouvez faire ce genre de diagnostic, mais faut pas se culpabiliser parce qu'on sait pas, quoi. Enfin, je veux dire, on peut adresser un spécialiste, c'est toujours pareil si on sait pas. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir cette notion occlusale parce que tous les traitements qu'on fait quand on est omnipraticien, qu'on fasse un composite, qu'on fasse une prothèse, qu'on fasse de l'implant, on est toujours confronté à l'occlusion. Et on a toujours cette question de est-ce que j'ai bien réglé l'occlusion? Et si ça va pas, que le patient ça le gêne, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est pour ça que moi je m'y suis mis. Mais c'est une vraie question. Moi, je me la pose tout le temps. Est-ce que c'est la bonne occlusion? Est-ce que c'est le truc? Bah, en plus, la technique qu'on a, c'est le papier, mais enfin, c'est quand même un peu à l'ancienne, quoi. C'est ça. C'est... Le papier, bah, maintenant, tu as compris qu'il était utile parce qu'il ne faut pas faire de boucherie. Non, c'est ça. On ne va pas dérégler un patient. Donc, on essaie toujours de s'intégrer dans quelque chose, d'être discret, avec quelques appuis. Je condamne quand même un peu la sous-occlusion excessive tout le temps sur la prothèse, parce que ça crée des désordres quand même. Mais finalement, ce qui est important, c'est le patient. C'est-à-dire, en fait, avant de faire une prothèse ou de faire un truc, c'est est-ce que mon patient, il est détendu et il est capable de s'adapter à un petit changement? Parce que même si tu fais la plus belle prothèse du monde, que tu es parfaitement adapté, tu vas quand même induire un petit changement, tu vois, à quelques microns près, c'est pas exactement sa dent. Si tu fais de l'orthodontie, tu vas lui demander un déplacement. Donc, est-ce que mon patient est capable d'accepter un changement d'occlusion? Tout patient sain s'adapte à un changement d'occlusion. Donc, comment est-ce qu'on fait redevenir un patient pathologique vers du sain? C'est ça la vraie question. Ouais, c'est ça la question. Ouais. Là, je vais rebondir juste là-dessus. Du coup, tu as des outils vraiment techniques au cabinet pour mesurer, je sais pas, j'avais vu les électrodes, tu as des tests précis que tu utilises ou pas? Alors, j'ai acheté tous les outils du monde, hein, parce que on se fait toujours avoir par un vendeur. Donc, j'ai un T-Scan, j'ai un Titane, j'ai plein de choses. Et tous ces outils, ils servent, en fait, quand on a bien compris le truc, à aiguiser nos sens. C'est-à-dire qu'ils ne sont que des capteurs qui vont mesurer des choses qu'on peut mesurer avec les doigts. Par exemple, si tu mets tes doigts sur les muscles, si tu es bien entraîné, tu es aussi précis qu'un capteur électromyographique. Okay. Si tu sais bien lire le papier articulé, tu n'as pas d'occlusion, besoin d'un capteur occlusel numérique. Mais quand on démarre, comme on est seul dans nos cabinets, il n'y a personne pour nous expliquer. Donc si tu as un capteur électromyographique qui va te montrer comment fonctionnent les muscles, quand un patient est pathologique, et qu'après tu poses tes doigts sur le muscle, tu vas entraîner tes doigts à comprendre ce qui se passe. Pareil, si tu utilises un capteur numérique occlusal, après tu vas savoir lire un papier articulé, ce qu'on ne sait pas faire. Et donc, ces capteurs, ils sont bien quand on ne connaît pas ce qu'on fait. C'est la même chose, en fait c'est un examen complémentaire, et tous ces examens complémentaires, ils sont là pour nous guider. Mais c'est toi à la fin qui pose le diagnostic, et si tu ne sais pas ce qu'ils veulent dire, ça n'a pas trop de sens. Un exemple criant, quand j'ai commencé, je faisais des IRM à tous mes patients parce que je ne comprenais pas ce qui se passait dans l'articulation. Je voulais besoin de comprendre, de voir le disque. Donc je prescrivais une IRM par semaine, voilà, parce que j'étais... donc ça fait beaucoup. Hein. Au début, le radiologue, il t'appelle. Je lui dis, écoute, je suis nul, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Je t'ai promis, après, j'arrête. Il m'a dit OK, donc il m'a fait tous mes IRM. Et aujourd'hui, j'en prescris 1 ou 2 par an. Parce que maintenant, en entendant le bruit, en auscultant, je sais ce qu'il y a à l'intérieur de l'articulation. Il y a toujours des cas où j'ai un doute, parce qu'il y a des pathologies qui peuvent être bizarres. Mais globalement, on apprend. Et c'est pour ça qu'au début, tu fais des électromyographies, puis après, tu n'en fais plus. Et les seuls outils dont on a vraiment besoin, c'est nos mains, palper, regarder le patient qui ouvre, qui ferme, et c'est pas plus, quoi. C'est palper les muscles, palper une articulation, ça s'apprend. Il y a 2-3 tips. Donc, et l'écouter, du coup. Et l'écouter, ouais, c'est ça. C'est ce que tu disais, que c'était hyper important. C'est ça. Souvent, vraiment en occluso, le diagnostic, il se fait juste sur l'interrogatoire. Tu n'as pas besoin d'examen complémentaire. Et après, pour le soigner, donc tu as la gouttière, avec plusieurs gouttières différentes. Oui. Tu as les massages. Est-ce que tu as d'autres choses? D'ailleurs, est-ce que tu peux parler un peu plus des massages, peut-être? Ouais. Donc, de tout ce que tu utilises. Hein. Ouais. Alors, je veux pas me substituer au kiné, parce que c'est quand même eux qui font les massages. Mais souvent,
les kinés ne sont... Enfin, alors, je vais être mauvaise langue, mais les kinés autour de moi, ils ont du mal à traiter les douleurs myofaciales. Alors, les douleurs myofaciales, c'est des douleurs qui sont installées depuis très longtemps avec des nœuds musculaires qui ont du mal à céder. Et souvent, ces douleurs myofaciales, quand on masse, on aggrave la douleur, puisqu'en fait, on va relancer une zone inflammatoire douloureuse. Donc, et ça, ils ont un peu de mal à les faire passer. Il y en a qui le font très bien, mais il y a des fois, je suis obligé de mettre un peu la main à la pâte. Parce que, par exemple, c'est des douleurs myofaciales. Moi, je trouve que ça part bien avec l'anesthésie. Donc, il y a beaucoup de patients où j'ai anesthésié les muscles pour lever des contractures. Ah, donc tu mets directement La seringue l'aiguille dans les muscles, ouais. là dans la... Ouais. Ah ouais, Voilà, donc c'est... c'est impressionnant, non? Ouais, ça paraît impressionnant, mais une fois que... Voilà, si tu as été bien formé, que tu sais où Ouais, piquer, comment faire dans le muscle, toujours pareil, si tu as fait la formation, c'est dans le masséter du coup. ben, ça peut être ptérygoïdien. Donc, je pique pas mal dans les ptérygoïdiens parce que là, justement, ils ont du mal à atteindre au massage. Donc, souvent, on me demande d'aller piquer dans les ptérygoïdiens. Temporal, scom, trapèze, je pique partout, hein, Ah ouais. toute la tête, quoi. Donc, C'est des anesthésies spéciales du coup. non, c'est juste des anesthésies que tu utilises qui sont sans vasoconstricteur, hein, c'est tout. Ouais, Parce que si tu provoques une vasoconstriction, en plus, le muscle ne l'aide pas, quoi. Donc, ouais, on veut juste un relâchement de la zone et créer une réaction inflammatoire locale qui va permettre un remaniement de la zone ok. pour faire disparaître le nœud musculaire. Donc, ça, c'est le gros de mon activité quand même. Piquer les muscles. Ah ouais? Ouais. Et après, donc le réglage des gouttières, souvent pour des raisons articulaires, donc de décompression, pour obtenir des cicatrisations articulaires, puisque souvent l'articulation, elle est comprimée et c'est ce qui crée la douleur inflammatoire. Après, il y a des arthrites qui sont pas liées à des compressions, mais elles sont plus d'origine génétique. Euh, donc là, il y a d'autres traitements. En tout cas, et on a tout un panel de techniques. Après, ça peut être juste des massages pour de la détente, pour réouvrir. Ça peut être des exercices qu'on fait faire, qu'on donne. Mais ça se substitue un peu au kiné, hein. Donc, il y a toute cette partie. Et si on peut déléguer à quelqu'un qui va faire ça mieux, qui est remboursé par la Sécu, c'est quand même plus intelligent. Après, donc, le gros, c'est la gouttière. Et puis après, il y a quand même beaucoup de patients qui sont en fait... ils sont là parce que ils ont besoin de soins prothétiques, c'est-à-dire que ils sont douloureux, mais en plus, personne ne sait comment faire leur bouche. Donc, il y a qu'un moment où il faut que le dentiste il fasse des dents, quoi. C'est-à-dire, malgré tout, si j'ai pas envie de régler l'occlusion, il faut que je fasse des dents. Et c'est là où je suis bien embêté, parce que ces patients, ils ont des capacités de cicatrisation très faibles, ils ont des capacités d'adaptation faibles. Le moindre grain de sable, ça les fait basculer dans des douleurs terribles. Et il faut être très fin, très précis. Et en plus, même ça, comme on disait, ça marche pas parce que tu as réglé l'occlusion pour le jour, ça va, mais la nuit, quand ils sont allongés, ça va pas et ça les réveille de douleur. Donc, il faut faire une gouttière pour la nuit, il faut les masser. C'est des patients d'équilibre très difficiles. Et j'aimerais, si possible, ne pas en avoir trop à faire des réhabilitations chez ces patients. Ouais, c'est les plus difficiles que t'es. Ouais. Et c'est pour ça que j'encourage à pas faire de prothèses, pas de soins, pas d'équilibration occlusale dès qu'on peut chez les patients à qui on n'a pas touché les dents, à qui on n'a pas eu de soins, hein, parce que c'est le début d'un cercle vicieux où après on s'en sort pas de l'occlusion, quoi. Donc il faut pas toucher les gens. Et quand malheureusement on a fait de la prothèse chez ces gens fragiles et que ça atterrit chez moi, je veux dire pour faire 3 dents, il me faut 6 mois, quoi, hein, parce que derrière c'est 8 séances de réglage, arriver à détendre, à récupérer, à s'adapter à la nouvelle occlusion. Derrière, il faut retravailler les cervicales pour qu'ils s'adaptent. Enfin, il y a tout un travail et donc c'est pas facile, quoi. Donc, comment on peut les repérer si tu as peut-être un petit tips pour éviter comment on peut repérer ces gens-là? Eh ben, ils te le disent en fait, hein. Ah ouais. Okay. Tout simplement. On a remarqué que 90% des gens qui avaient des dysfonctions temporomandibulaires, il y a eu une étude Opéra qui a été faite aux États-Unis parce qu'ils avaient besoin de comprendre aussi comment les repérer, ces gens-là. 90% des dysfonctions temporomandibulaires, c'est-à-dire la presque totalité, les autres, c'est des accidents, tu vois, des traumatismes directs, c'est lié à 2 catégories de patients. La première catégorie, c'est les gens hypersensibles. Tu les vois très bien, ces patients, ils sont allergiques à tout, ils supportent pas, tu vois, tu leur fais un soin, derrière ça se complique, tu leur fais un détartrage, derrière ils ont de la sensibilité. Ces gens-là,
quand tu fais l'interrogatoire, ils ont déjà un terrain allergique important. Chaque fois qu'ils ont eu un traitement, derrière, ils ont fait des complications. C'est des gens, tu vois, ils digèrent pas, par exemple, ils digèrent pas l'oignon. Si tu veux, ils dorment mal dès qu'il y a un bruit dans la chambre. Ils entendent leur cœur battre. Quand tu les piques, ils sentent que, tu vois, ils vont s'étouffer. C'est ce qu'on appelle des hypersensibles. En fait, on sait pas exactement à quoi c'est dû, mais il semblerait que ils aient une perception plus importante de tout, tous leurs récepteurs sont plus aiguisés, et donc ils vont sentir leur occlusion de manière plus fine que toi. C'est-à-dire qu'ils sont capables de sentir un micron, alors que quelqu'un de normal, il sent 20. Donc déjà, on part pas avec la même égalité. Et ces gens-là, dès qu'ils ont un petit craquement articulaire, tu vois, un problème, une tension musculaire, ça prend des proportions importantes, et ça devient terrible. Et c'est pas forcément que psy. C'est peut-être aussi génétique, comme on a dit, lié à des canaux calcium qui sont un peu plus sensibles que les autres ou en plus grand nombre. Voilà, donc ils ressentent plus les choses que nous. C'est prouvé, c'est prouvé scientifiquement. Exactement. Ouais, okay. Donc il faut pas les juger, c'est pas des chochottes. C'est un peu ce qu'on peut se dire. Ouais, c'est vraiment des gens qui ressentent. Donc tu as souvent, on voit les patients comme ça qui sont, je te donne un exemple, d'hypersensibilité, tous les troubles du spectre autistique. Ouais. Donc, tu as des patients, tu vois, tu sens que ça va être compliqué. Ils ressentent pas comme toi le monde qui les entoure. Tout est une agression, tu vois, ils arrivent avec un casque sur les oreilles pour être soignés parce que le bruit les agresse. Tu sais très bien que le soin, il va être difficile, que derrière, ça va se compliquer. La deuxième catégorie, c'est les gens qui ont une réaction inflammatoire générale. C'est pareil, ces patients, ils te le disent. Ils ont une opération du coude, ils font une algodystrophie. Ils ont mal au dos tout le temps. Dès que tu les allonges, mon dos, tout ça. Ils ont des douleurs chroniques. Ils ont des syndromes du côlon irritable, une maladie de Crohn. Ils ont toutes les pathologies inflammatoires dès que tu as marqué chronique, tu vois, et qu'ils en ont 2-3. Tu peux être sûr que tu fais un soin, ça s'enflamme et c'est douloureux. Ouais. Et ces gens-là, ils vont faire des dysfonctions temporomandibulaires, ils vont être source de douleur. Donc déjà, tu vois, tu as tes deux catégories et ça se détecte à l'interrogatoire. C'est soit il a des multiples pathologies et elles sont toutes, tu vois, chroniques, inflammatoires, soit, donc, par exemple, maladie auto-immune, les choses comme ça. Exactement, voilà. Et il est possible aussi que les syndromes post-Covid, ce soit un peu la même chose. Ah ouais. Voilà. Et tous les hypersensibles. Et en fait, si tu les écoutes 3 minutes, en fait, ils te disent « Faites attention, moi je suis hypersensible, mais combien de temps qu'ils disent « Moi, vous me mettez une anesthésie, je tombe, quoi. Ouais. Ou je pense que je suis allergique à ça, ou je suis allergique à... » Donc, et il y en a de plus en plus, en fait, de ces pathologies inflammatoires, parce que notre nourriture est pro-inflammatoire, notre mode de vie aussi, on a moins de sommeil. Donc, tout doucement, on bascule vers plus de pathologies, de dysfonction temporomandibulaire, plus de bruxisme, etc. Et c'est pour ça que on va y être confrontés tous, et vous allez les voir tous les jours au cabinet maintenant, tous ces patients, et ça va vous faire tilt, quoi. Ouais, c'est clair. Et non, tu sais pourquoi il revient à ce que ça couronne le gène. Ouais. C'est qu'il n'est pas capable de s'adapter. Moi, ça me fait penser aussi un peu à l'hypnose, parce qu'on en parlait un peu en off, que du coup, tu avais un petit peu... tu t'es formé en hypnose, peut-être aussi un peu en diététique, parce que tu parles du côlon irritable. Est-ce que tu as... Alors, j'ai pas de réelle formation, on va dire, moi, mais j'essaie de beaucoup déléguer à mes assistantes des choses. Et donc, par exemple, là, j'essaie de travailler en reprogrammation, notamment pour le bruxisme de l'éveil. Donc, ça s'apparente un peu à de l'hypnose. L'idée, c'est de retrouver une bonne position de repos. Donc on fait ça avec des machines, donc on utilise Alian, qui est un outil qui est beaucoup utilisé dans le sport, pour reprogrammer les positions de repos. C'est sur Lyon. Alors, nous on l'a intégré au cabinet, quoi. Voilà. Ok. Donc oui, il y a beaucoup d'outils. Donc effectivement, ça, j'en ai pas parlé non plus, mais on fait de la reprogrammation, de la position de repos, pour aider aussi à retrouver des amplitudes chez des gens qui ont de la kinésiophobie, c'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui ont eu des pathologies articulaires ou tu vois, qui n'ont pas eu de dents pendant longtemps et qui du coup n'osent pas aller manger, mais il n'y a plus de restrictions réelles. Et il faut arriver à lever des verrous musculaires, on va dire intellectuels. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'auto-limitent pour protéger quelque chose qui est réparé. Et si tu lèves pas ces verrous, tu seras toujours un peu tu vois, bloqué avec des restrictions musculaires qui vont induire parfois des douleurs, etc. Donc, il faut aussi lever tous ces verrous. Ça fait partie des traitements qu'on propose.
Donc retrouver en fait une bouche confortable et l'oublier, c'est le but. Hein. Ouais, c'est le but. Quand on va bien, on pense pas à sa bouche, quoi. C'est sûr, ouais. Et on parlait aussi un petit peu de l'orthodontie chez l'adulte, qui est quand même un peu en vogue en ce moment avec les réseaux. Ouais. Du coup, tu dois avoir pas mal de demandes après l'orthodontie adulte, parce qu'il y a quand même pas mal de dérèglements. Ouais. Est-ce que tu peux parler un peu de ça, notamment des chires, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais... Oui. Alors déjà, premier constat que j'ai, c'est que beaucoup d'adultes font de l'orthodontie parce qu'ils sont dans une remise en question. Hein, c'est déjà le contexte. Tu fais pas un traitement d'orthodontie si tout va bien dans ta vie. Hein, c'est-à-dire qu'ils arrivent à l'âge adulte au moment où ils s'acceptent plus, où ça va pas dans leur couple, ils cherchent à plaire à quelqu'un. Tu vois, t'es déjà dans un contexte bizarroïde. Hein, l'orthodontie à l'adulte. Normalement, je veux dire, moi j'ai plus de cheveux, ça me gêne pas, quoi. Si le jour où je vais me refaire planter des cheveux, tout petit détail des fois. Ouais, mais il faudra se méfier, c'est parce qu'à un moment donné, je veux changer de vie, tu vois. Ouais. Donc, pourquoi tu veux changer de vie? Est-ce que ça va pas? Donc déjà, moi, souvent, les orthos m'envoient les cas avant, qui sentent que ça va être un peu compliqué. Donc, je pose des questions sur le contexte, ce qu'on fait pas toujours en orthodontie, alors que c'est un traitement esthétique, et tous les chirurgiens esthétiques demandent le contexte. Hein. Ouais. Pourquoi est-ce que vous voulez changer de nez? Pourquoi voilà. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est quand même bizarre. Donc, on parle du contexte, et ensuite, des conséquences. Donc, les patients, de plus en plus, ont fait des aligneurs transparents. Pendant 1 an, 2 ans, ils n'ont plus d'occlusion. Ils sont surélevés. Tout va bien. D'accord ? Ouais, même souvent... Ça va mieux. Ouais, ça va mieux. C'est ce que j'allais te dire. Moi, c'est exactement ce qu'ils me disent. Ils me disent, je me sens bien. Et quand t'enlèves, wow, la cata. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as créé déjà un étirement musculaire en surélevant la DV. Donc c'est ce que fait une gouttière. Donc tu crées une détente. Derrière, il peut plus serrer parce que ses contacts sont anormaux, il est sur du plastique. C'est lisse et ça bouge. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc tu supprimes le bruxisme. Ils vont mieux. T'enlèves tout, t'as plus d'occlusion parce que ça a tout bougé. Tu te retrouves en sous-occlusion par rapport à ton système musculaire qui va chercher à se rééquilibrer, donc à resserrer un peu, à retrouver sa hauteur sa DV normale. Et en plus, tu es dans un contexte où le traitement, tu vois, il est fini, mais c'est inconfortable, donc tu as une anxiété qui arrive, ils essaient de chercher les contacts occlusaux, et ils se remettent à serrer. Parce qu'en plus, il n'y a plus la gouttière pour les freiner. Et là, tu redéclenches un bruxisme sur un déséquilibre occlusal. Ouais. Compliqué. Donc là, si le gars, il n'est pas prêt, il n'a pas de capacité d'adaptation, c'est la cata. Hein. Ouais. Et on en voit pas mal. Ah ouais. Ouais. Et par rapport aux chires aussi, tu disais. Voilà, les donc, chires ortho. Les chires ortho, c'est source de gros déséquilibres parce que on demande, pour le coup, là, une énorme capacité d'adaptation. Alors, on va bouger de plusieurs millimètres la mâchoire. On demande aux muscles de se remodifier. On demande aux patients de retrouver l'OIM dans lequel on le force. Et on demande aux articulations de se remodeler, puisqu'on n'est pas parfait sur la position articulaire souvent. Et s'il n'est pas en capacité d'adaptation, eh ben les gens, on les jette dans le précipice. Quoi. Ouais. Et il faut arriver quand même à l'anticiper un peu. C'est-à-dire toujours pareil, dans l'interrogatoire, détecter les patients à risque, qui est capable de supporter une chirurgie orthognatique, qui va demander une capacité d'adaptation. Et je rappelle à ce sujet que le traitement de chirurgie orthognatique et d'orthodontie n'est pas un traitement des dysfonctions temporomandibulaires. Hein. On ne traite pas un claquement articulaire en faisant une chirurgie orthognatique. C'est souvent ce qu'on peut voir, hein, des patients qui viennent pour ça, ou même des dentistes qui ont dit le dentiste m'a dit d'aller voir un ortho pour faire un traitement et guérir. Parce que souvent, il a une classe 2 et une déglutition atypique. Ouais. Mais je veux dire, ça a été prouvé que la classe d'angle n'est pas un facteur favorisant des dysfonctions temporomandibulaires. Ce qui fait qu'on a une dysfonction temporomandibulaire, on l'a vu, c'est parce qu'on est un peu fragile. Le bruxisme, par contre, c'est prouvé, ça augmente de 17 fois le risque de dysfonction temporomandibulaire, notamment le bruxisme de l'éveil. Donc déjà, il y a des bons moyens de traiter tous ces problèmes de claquement sans être iatrogène. Quoi. Ouais, c'est sûr. Et quand le claquement disparaît à la fin de la chirurgie orthognatique, c'est pas toujours parce qu'on l'a bien traité, c'est parce que le disque il est complètement parti en avant,
quand l'articulation elle est poussée en arrière. Donc méfiez-vous des gens qui vous proposent de résoudre les claquements articulaires par la chirurgie orthodontique. Souvent, c'est une aggravation articulaire qu'on propose avec un vrai déplacement discal à la sortie, quoi. Ouais. Moi, j'avais entendu dire aussi, quand tu étais en classe 2, vraiment que la mandibule était verrouillée. Quand tu déverrouilles la mandibule, ça pouvait quand même soulager. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas juste parce que tu as mis des gouttières et du coup, la patiente, comme on se disait, elle se sent sans bruxisme et du coup, ça la détend? Alors, la classe de 2, effectivement, quand vraiment tu as des gros verrouillages, c'est vrai qu'ils sont obligés de reculer, si tu veux, pour arriver à fermer sur le chemin de fermeture. Donc, ça gêne un peu. Mais tu peux tout à fait, si tu veux, arriver à détendre le patient, à travailler sur les ptérygoïdiens, à travailler sur une position de repos, si tu veux, un peu plus ouverte, légèrement propulsive. Et il n'y a pas de souci, quoi. Ouais. On peut tout à fait y arriver. Je pense qu'il faut essayer de repousser au maximum la chirurgie orthodontique sur ces patients. L'occlusion, elle joue pour très très peu, quoi. C'est vrai que de libérer un guide antérieur, alors je vais me faire hurler dessus par beaucoup de gens, ça aide pour 10%. D'ailleurs, on voit bien, il y a des classes de 2 et ils vivent sans problème articulaire toute leur vie, quoi. Ouais, c'est clair. Sinon, tous les classes de 2 auraient des problèmes articulaires. Ce qui fait basculer les gens, c'est plus le sermon, le stress, les mauvaises capacités d'adaptation. Et c'est plus simple d'aider le patient de manière non invasive que d'aller lui faire une chirurgie orthodontique pour le remettre en classin. Après, s'il a une demande esthétique, c'est un peu différent. Il a le droit d'avoir un traitement si son sourire ne lui plaît pas. Mais après, il y a quelques fois où je pose des indications de chirurgie orthodontique. C'est pour ça qu'il n'y a jamais rien de définitif. Et par exemple, un patient qui fait de l'apnée du sommeil importante, parce que justement, il est classe de 2, avec la mâchoire qui recule dans la nuit, qui a un palais très étroit, qui n'arrive pas à respirer par le nez, et que du coup, il a des troubles ventilatoires importants. Oui, la chirurgie orthodontique est une bonne indication pour traiter le bruxisme et la dysfonction temporomandibulaire, mais parce que c'est pour traiter la ventilation. Ouais, c'est médical vraiment là, du coup. C'est ça. Et par contre, c'est pas le traitement de chirurgie orthodontique qui est là pour régler le problème articulaire. Donc des fois, ils ont des bons résultats sans le savoir, sur les dysfonctions temporomandibulaires, mais juste parce qu'ils ont amélioré la ventilation. Donc, il y a quelques cas, c'est toujours pareil, il faut poser le bon diagnostic. En fait, le problème au départ, c'est pas les dents ou la dysfonction temporomandibulaire, c'est la ventilation. Ouais, je vois. Voilà. Ok, je pense qu'on a fait le tour là du côté technique. Ouais. Je voulais peut-être parler plus de ton organisation au niveau du cabinet, comment tu organises tes consultations. Tu disais que tu faisais des consultations uniques. Là même, tu es en train de racheter un nouveau cabinet, de t'installer dans un nouveau cabinet, de changer ton orga. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vision sur tout ça, ton organisation, quoi? Ouais. Eh ben, globalement, l'occlusodontie, c'est pas un domaine de rentabilité maximale en dentisterie. Hein. C'est toujours un peu ce qui fait peur, ces patients chronophages, il faut passer beaucoup de temps avec eux. Et j'ai réfléchi longtemps à comment est-ce qu'on peut l'organiser pour arriver à trouver un système rentable pour pouvoir continuer à le faire. Parce que je suis pas pour m'enrichir de manière absolue, mais je suis pour arriver à l'équilibre des cabinets, c'est-à-dire à arriver à continuer à faire ce qu'on fait dans de bonnes conditions. Donc déjà, il faut supprimer beaucoup de matériel si on veut être occlusodontiste. Déjà, peu d'achats. Ouais. C'est une des clés du succès, c'est de réduire les charges. Donc, peu de matériel, peu d'investissement. Je compte beaucoup sur l'humain pour ce que les patients attendent ça. Donc, on investit beaucoup sur les assistantes. Et il faut arriver à déléguer beaucoup de tâches. C'est-à-dire toute l'éducation thérapeutique du patient, les exercices, expliquer le changement de mode de vie, tous les interrogatoires, tout ça. Tout ce qui peut être délégué doit être délégué pour arriver à ce que le temps qui m'appartient, c'est-à-dire le réglage très fin de la gouttière, le diagnostic, tout ça, ça doit se réduire à peau de chagrin pour arriver à le maximiser au cours de la journée. Donc, je suis en train de créer le modèle de mon premier cabinet de clinique du bruxisme. Je pense que je vais arriver à un équilibre. On verra dans quelques années, je me le souhaite. Je fais un pari. C'est un peu ambitieux parce que l'occlusodontie, c'est vraiment pas là où on pense arriver à faire un exercice unique rentable, quoi. Voilà. Donc, j'ai réfléchi au modèle, je vais essayer de le mettre en place, mais ça passe un peu comme on va dire,
des cabinets d'orthodontie où il y a 3, 4, 5 fauteuils, hein, où on va déléguer beaucoup de tâches et se concentrer sur vraiment que la partie du dentiste qui est très technique, du diagnostic, etc. Et je pense qu'il faut faire confiance à nos assistantes. Souvent, elles ont un relationnel qui est meilleur que nous avec les patients. On le sent. Hein. Par exemple, ça fait des années que souvent dans les cabinets, elles font les motivations à l'hygiène. Et elles le font bien. Je ne vois pas pourquoi elles ne pourraient pas faire les motivations à l'hygiène de vie pour le bruxisme. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc moi, je mise beaucoup là-dessus. Et moi, je vais chaque fois être le chef d'orchestre qui écrit la partition et qui va suivre un peu le traitement comme un orthodontiste. Mais je serai là pour contrôler à chaque étape que c'est bien fait. Quoi. Ouais, je vois. Et au niveau du coup, tu disais, tu prends une consultation, tu fais régler la consultation, donc en non remboursé. Oui. Et après, tu définis comment le nombre de consultations ou une consultation, ça dure combien de temps? Donc, en général, les consultations, elles durent à peu près 1 heure chez moi. C'est toujours à peu près 1 heure, c'est toujours le même prix, c'est assez simple. Et je dis aux patients, en fonction de mon ressenti, bah, je vais en avoir à peu près pour 3 consultations, à peu près pour 6 consultations, 12 ou 18, ou même 24, si vraiment les cas sont très, très difficiles. Quoi. Donc, je leur fais une estimation. Et je dis, quand vous allez mieux, vous me le dites, on s'arrête. Ok. Et donc, les patients, ça les pousse à faire leur exercice, ça les pousse à se bouger pour faire du sport pour aller mieux, etc. Puisqu'ils n'ont pas envie de payer 28 consultations. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc, ils font bien leurs exercices, ils portent bien la gouttière, ils font, quand je dis qu'il faut aller au kiné, ils y vont vite pour réduire le nombre de rendez-vous chez moi parce qu'ils sont onéreux et il ne faut pas qu'il y en ait trop. Quoi. Donc ça, je les motive tout de suite. Je leur dis, si vous faites bien les trucs, vous pouvez diviser par 2 le nombre de rendez-vous. Donc là, ils voient la facture qui est divisée par 2 et ils disent, OK, je vais le faire. C'est bien, c'est une bonne motivation. Ouais, c'est ça. Le patient est impliqué. Après, il y en a, malgré tout, on fait tout et ça marche pas. Hein. Des fois, je suis pas. Ouais, même s'il suit bien le protocole et tout. Ouais. Ce que je disais, j'ai pas 98% de taux de succès, mais je les préviens, bah voilà, on a quand même des bons taux de succès et ils doivent ressentir une amélioration tout de suite à chaque séance. Donc, si au bout de 2 séances, il n'y a pas d'amélioration, bon, bah on arrête. C'est que c'est pas le bon traitement, c'est que je me suis trompé de diagnostic. Et là, du coup, tu arrives à recentrer sur un autre traitement ou tu fais comment? Parce que tu leur dis, bah, on arrête, je peux plus rien pour vous. Non, je dis pas, je peux plus rien pour vous, je dis, on réévalue. Souvent, comme c'est des patients qui n'ont pas de capacité d'adaptation, donc ça va être des gens chroniques douloureux. Donc souvent, par exemple, une des réorientations qui est, on va dire, un peu le dernier recours, c'est finalement, on envoie au centre de la douleur. Ah, parce que c'est des pathologies de la douleur centrale. Je te donne un exemple, quelqu'un qui est fibromyalgique très élevé, qui a des douleurs au niveau de la mâchoire. Je le préviens quand même que souvent, la fibromyalgie, elle induit des douleurs locales, mais il peut y avoir, si je trouve des tensions, hein, si je trouve un problème, je dis on peut peut-être aider un petit peu, en partie la pathologie. Si au bout d'une séance ou 2, je vois qu'il va pas mieux, je dis malheureusement, c'est pas une pathologie locale, c'est une pathologie centrale, par exemple de fibromyalgie, donc il faut aller voir un centre de la douleur, il faut prendre des médicaments, et je vous réadresse. Ouais. Mais je ne fais pas dépenser des milliers d'euros à des patients qui n'en ont pas besoin. C'est assez simple parce que soit ça s'améliore et j'ai trouvé le bon diagnostic et on va jusqu'au bout jusqu'à ce que vous alliez mieux, soit ça ne s'améliore pas et on le sait tout de suite et on s'arrête. Ouais, chaque séance, il doit y avoir une amélioration, sinon c'est stop. Oui. On n'attend pas la fin des séances et dire... Ça n'a pas marché. Donc les gens, ça se passe assez bien en général. Ça se passe bien. Parce que ce qu'ils veulent pas, c'est dépenser des sous pour rien, venir pour rien. Donc normalement, si tu as fait le bon diagnostic, que c'est un problème musculaire local, de bruxisme, enfin, ce pourquoi je sais travailler, tu mets la gouttière, ça va mieux, quoi. Hein. Si tu l'as bien réglé comme il faut, c'est instantané, quoi. Ouais. Et après, on peut aller jusqu'au bout des séances. Okay. Donc, j'ai pas de stress d'activité. Je dis, c'est ce qui est assez sympa quand je règle pas l'occlusion sur les dents des patients, quoi. Quand je fais vraiment du travail comportemental. Et c'est une activité assez agréable puisqu'on aide les gens, ils vont mieux, on discute, on va au fond des choses. Tu as vu, on parle du psy, on a le temps, on a 1 heure avec les gens. Et c'est une activité pour moi qui est magnifique. Ouais. C'est un bonheur de travailler comme ça. Même si techniquement ça peut paraître un peu ridicule parce qu'en implantologie on fait des soulevés de sinus, des greffes osseuses, on fait des greffes gingivales, on fait des trucs techniques hyper stimulants. C'est sympa, mais finalement, je pense qu'il y a 2 catégories de dentistes. Hein. Il y en a qui aiment le technique et il y en a qui aiment l'humain. Ah bah clairement.
Voilà. Et ben, moi, je pensais être technique, mais finalement, l'humain me va bien aussi. Alors, des fois, tu peux alterner aussi. C'est sympa hein, de mélanger les deux. Mais voilà, s'il y avait une question après sur est-ce que à qui tu recommanderais ce métier, voilà, c'est aux dentistes qui aiment l'humain, quoi. Voilà. On n'est pas obligé d'être tous des dentistes techniques. Ouais, c'est sûr. On peut être des dentistes humains et il en faut. Et c'est une belle manière d'exprimer son humanité, ce métier, quoi. Voilà. Ok. Donc, un peu de technicité. Ouais, bah ouais, c'est important, ouais. Ouais. Du coup, t'adresses quand il y a vraiment des côtés techniques, tu réadresses à un confrère pour gérer Oui, moi je les fais pas de prothèses. paro, je fais pas de Ouais, prothèse, je fais pas comme... enfin si je fais un peu de prothèse comme on a vu, je fais pas d'implant, je fais pas d'endo, je fais Ouais. pas de je fais très peu de choses quoi. Donc j'essaie comme on dit de limiter le nombre de matériel que j'ai. Donc peu d'investissement, voilà, pas de bloc, pas de trucs paro, pas de matériel d'endo, j'essaie ouais, de vraiment me limiter à 2 papiers articulés et 2 fraises et comme ça on court pas après les charges quoi. Ouais. Et Parce puis, que au niveau de la relation patient, du coup, ton cabinet, il est un peu axé là-dessus. Je ouais, suppose que c'est l'accueil et épuré, voilà, voilà, c'est ça. ouais, C'est réfléchi ouais. pour qu'ils se sentent bien, quoi. C'est ça, c'est un nouvel exercice, quoi. Ouais. C'est plus. Il y en a beaucoup des occlusos en France, comme Non. toi, ou qui... Déjà, je connais pas beaucoup d'occlusos qui font que ça. Souvent, ils sont omnipraticiens avec Ouais. une tendance occluso, parce que, comme on a dit, c'est difficile d'en vivre. Donc, souvent, c'est des passions. À côté de ça, ils font de l'omnipratique pour vivre. Et puis, ils consacrent un petit peu de leur temps à l'occluso. Et c'est plutôt dans les pays comme ça, européens, où on voit des spécialités apparaître où les gens font que ça. Et dans ces spécialités, ben, ces gens ont décidé, tu vois, comme on a dit, d'épurer leur cabinet, de consacrer plutôt à la rééducation et de faire que ça avec un mode d'exercice qui s'apparente plus à de la médecine, tu vois. Donc c'est la consultation, on discute, on donne quelques conseils, une ordonnance, on règle une petite gouttière, mais on n'est pas dans l'invasif, quoi. Et finalement, ça se transforme le métier et on devient un médecin de douleur orofaciale, Ouais. mais on n'est plus dentiste, quoi. Vraiment, ça bascule un peu. Alors, il y en a qui disent que c'est parce que j'étais frustré de pas faire médecine. Alors, c'est pas du tout le cas. J'étais très content de faire la dentisterie, c'était un choix. C'est juste que c'est venu tout doucement. C'est juste que j'ai pas envie de faire du mal aux gens. Et je me rends compte que plus je règle les occlusions, plus je fais du mal, quoi. Enfin, Ouais. Les gens t'adressent, comment t'as fait pour te faire connaître, en fait? Pour connaître ton... Alors, si vous voulez faire un métier facile pour être connu, c'est occluso-dentiste. Ah ouais? Dès que tu dis que tu es occluso-dentiste, tout le monde t'envoie des gens. Mais tout le monde veut se débarrasser de ces cas difficiles. C'est très facile d'avoir des correspondants. Il n'y a même pas besoin de communiquer. Tu fais un courrier, tu dis oui, j'ai fait ça et ça va mieux. Derrière, tu as 10 patients, quoi. Donc ceux qui veulent se lancer, en fait, c'est assez c'est simple. facile. C'est assez simple. Après, si on fait pas de catastrophe, quoi. Mais même moi qui ai fait des catastrophes au début, j'ai quand même eu du monde qui m'a adressé des gens. Donc les gens sont... il y a de la place. C'est pas comme l'implanto. Hein. Tu te mets au cluseau, t'es plein. Ouais. C'est pas un métier très stressant. Il y a pas le stress de recevoir la prothèse. Il y a pas de stress chirurgical, de complications. Oui, il y a un peu des patients difficiles. Psychologiquement, c'est plus ça quand même voilà, qui doit être stressant. Il faut être fort psychologiquement. Il faut savoir être empathique sans que ça nous atteigne. Et donc toute la journée, on reçoit beaucoup de négativité de ces patients. Il faut arriver à garder la tête hors de l'eau, toujours être positif, toujours être dans l'amélioration et se concentrer sur garder le positif, quoi. C'est plus ça. Et toi, ça, le fait de prendre toute cette douleur, toutes ces histoires des fois difficiles, ça t'a jamais mis en burn-out ou vraiment tu t'es dit c'est trop dur pour moi? Si, souvent, des fois, les journées, je me dis, putain, ouais, c'est épuisant. Mais en même temps, je me dis, il faut que quelqu'un le fasse, tu vois. Donc j'ai ce côté un peu sauveur à me dire, il faut que j'aide ces gens-là. Je peux pas les abandonner. Je fais quelque chose. Et après, par contre, ce que j'essaie, c'est de me recentrer sur. C'est pas de ma faute s'ils sont comme ça, tu vois, parce que c'est souvent ce qui nous arrive en tant que soignant. C'est on veut porter le malheur des autres en disant s'ils vont pas mieux, c'est parce que j'ai pas trouvé leur solution. Tu vois. C'est souvent ça, ouais. Et du coup, ça nous travaille toute la soirée, on y pense sur comment je peux l'aider, qu'est-ce que j'ai pas fait, etc. Alors qu'en fait, souvent, comme je te disais, c'est que juste on montre des chemins, quoi, et que on peut pas porter malheureusement ces patients qui ont des parcours de vie très difficiles, qui ont des douleurs importantes. On essaie de les aider,
Mais souvent, la guérison, elle vient d'eux-mêmes et elle vient pas forcément du traitement qu'on va proposer. Donc, il faut être le moins invasif possible parce que tout ce qu'on va proposer, souvent, s'ils sont pas prêts à guérir, s'ils n'ont pas fait ce travail en amont, s'ils sont pas dans une dynamique positive, ben, de toute manière, c'est voué à l'échec. Donc, on est juste là pour les porter, quoi. Ouais, je vois. Ouais. Et il faut pas que ça nous tue, quoi. Ouais. Sinon, on pourra pas en aider d'autres. Donc, j'essaie de... Voilà, je fais mon petit parcours à vélo le matin, le soir, j'ai mes 40 minutes de vélo par jour pour aller au travail. Ah oui, quand même. Le week-end, je vais aux champignons, je me vais en forêt, j'essaie d'avoir mes trucs, mes enfants, des temps sacrés pour essayer d'oublier le cabinet, parce que par contre, c'est un peu dur psychologiquement. Ouais. Toi, tu te fais un peu peut-être aider aussi psychologiquement pour parler de tout ça, ou t'as quelqu'un, ou Non, un confrère, ou non? Non. Parce que des fois, il y a des histoires, si t'en parles pas, ça doit être Après, ta femme, non? ouais, tu peux en parler toujours à ta femme. Ouais. Elle est compatissante, c'est sûr. Puis elle est un peu dans le, Elle est dans le métier, elle est ouais. soignante aussi, donc C'est ça. Donc ça aide. C'est sûr que c'est ouais. un pilier du fait que je tienne. Hein. Ouais. C'est ton équilibre familial. Ouais, c'est sûr. Les occlusodontistes qui n'ont pas tenu, c'est que familialement, c'était difficile. C'est-à-dire, si tu n'as pas un couple solide, des enfants qui vont bien, derrière, tu peux pas supporter le malheur des autres comme ça qui t'arrive en plein fouet. Ouais. Quoi. Ouais, Si t'es c'est pas clair. fort psychologiquement, C'est clair. C'est la seule difficulté dans ce métier. Quoi. Et si tu avais une petite anecdote à nous raconter, alors soit un cas vraiment qui t'a marqué, difficile ou autre, est-ce que tu aurais un petit quelque chose? Bah, c'est dur, hein, parce que finalement, tu vois, mon parcours, il est jalonné d'échecs. C'est toujours ces échecs qui te font grandir. Ça. En fait, on aurait tendance à dire, je vais te parler d'un cas que j'ai réussi, qui est miraculeux. Donc ça, j'en ai plein, tu vois, où des gens viennent, ils n'arrivent pas à marcher, ils sortent du cabinet, tout va bien, ils ont plus de vertige. Mais ça c'est énorme déjà. Ouais. Ça arrive toutes les semaines. Tu vois, un gars qui a un acouphène, qui a une vie et qui est prêt à se suicider parce que ça va pas, tu le soignes, il a plus d'acouphène, c'est fini. Donc, tu as des beaux cas de guérison, c'est super agréable. Mais c'est pas... Ce qui vraiment, tu vois, me marque chaque fois, c'est mes échecs, quoi. Des gens, tu vois, vraiment pas contents, ça va pas, je les améliore pas. Et en fait, ils vont voir le gars d'à côté qui trouve le truc. Tu vois. Ah ouais. Là, tu dis, c'est ça l'expérience qui fait que tu progresses. Quoi. Je te donne un exemple. Patient, tu vois, qui vient avec une douleur sur un hémicrâne, tu vois. On vient de lui poser une prothèse sur un plan à droite, donc vraiment des douleurs importantes qui la démangent. Elle a 70 ans, tu vois, ça bat dans son crâne. Donc, moi, je pars bille en tête parce qu'à la palpation, je trouve que c'est un peu dur. Je pars sur une douleur musculaire, donc je commence, je fais un traitement, mais tu vois, ça va pas mieux au bout d'une séance, donc je me dis, bon, bah, je me suis peut-être trompé de diagnostic, mais tu vois, ça s'aggrave très vite, quoi. Elle me rappelle tout de suite, ça va pas, ça enfle et tout. Tu vois, tu sens le truc un peu oppressant. Et finalement, c'était une maladie de Horton. C'est-à-dire qu'après, derrière, elle va à l'hôpital et une artérite à la cellule géante. Donc, tu vois, le diagnostic, ben, ce qui te marque, c'est tes erreurs. C'est-à-dire que je ne ferai plus jamais cette erreur. Quoi. Ouais, donc, si je sens une palpation dure, temporale chez une personne âgée qui s'aggrave très vite, tu vois, avec une sensation de grattage, de brûlure, je sais maintenant que c'est pas une douleur musculaire. Mais je le savais, je l'avais vu dans des bouquins, mais tant que tu n'as pas vu le cas clinique, tu peux pas le savoir. Et en fait, tous les mois, j'ai des maladies bizarres que je connaissais pas, qui s'ajoutent à mon parcours clinique. Et c'est ce qui fait que dans 30 ans, je serai un bon praticien. C'est dur quand je partirai à la retraite. Quoi. Tu formeras après. Ouais, mais tant que ces cas-là, tu les as pas vus, tu sais pas les reconnaître. Et c'est ce qui manque dans notre pratique, c'est qu'on est seul dans nos cabinets et on voit tous un cas. Tu sais pas ce qu'il a. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a déjà vu, si tu veux, ailleurs, et qui aurait la réponse, quoi. Et c'est pour ça où les réseaux, tu vois, de montrer ces cas, de montrer des trucs bizarres, je suis toujours en train de regarder, à essayer de chercher qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui arrive. Tous les soirs, je suis sur PubMed à chercher des articles, à essayer d'avancer sur des échecs. Et si tu te remets en question, que tu vas chercher, tu progresses vite, mais ça demande un travail de dingue, et on est seul, quoi, dans nos cabinets. Ouais, c'est clair. Souvent, tu es seul face à ton échec et tu sais pas comment t'en sortir. Ouais, c'est ce qui arrive un peu à beaucoup de praticiens au final. Hein. Des fois. Pas que en occluso, quoi. Ouais. Des fois. Et pour avoir une petite touche, peut-être un peu d'humour, est-ce que tu as une situation un peu plus drôle, du coup, qui t'est arrivé, quelque chose, une anecdote un peu plus sympa?
Ben, non, là, tu vois, ça... je- C'est... Non, non, Non. Les situations, les histoires, elles sont trop des fois difficiles pour qu'il y ait un peu d'humour. Si, il y a de l'humour, mais après que les gens, on rigole. Hein, tu Ouais, vois. Souvent, c'est d'ailleurs une bonne manière de lever la sévérité des ouais, choses, quoi. Donc, ouais, un peu d'humour, c'est pas mal. Hein. ouais. Ouais, Tu fais ouais. un peu d'humour avec les patients, du Ah coup. bah ouais, t'es Ouais, obligé pour pour survivre, détendre. quoi. Ouais, c'est clair. Et les gens sont demandeurs de ça et ils t'apprécient, mais c'est... Il faut pas non plus voir ça comme un métier noir et tout. Hein. Ouais, On se marre bien. Hein. ouais, Les gens sont contents de venir. Tu fais mal à personne, tu fais des massages. ouais, ouais, c'est Tu clair. poses des gouttières. Je suis le seul dentiste qui fait vraiment pas mal, quoi, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. C'est plutôt un exercice assez sympa. Est-ce que tu auras un message à faire passer peut-être au quelqu'un qui veut se lancer ou un petit tips ou quelque chose Et ben, c'est premièrement, surtout, touche pas l'occlusion. Ouais, Voilà. Deuxièmement, pensez bruxisme. Voilà, la quantité, c'est beaucoup plus important que la qualité du serrage. Et troisièmement, ben, c'est formez-vous parce que il y a 1000 choses à savoir qui sont juste là autour de nous, sur la bouche, dont on ne connaît pas ça. Ça fait longtemps qu'on est focalisé sur le bout de gencive, l'os ou la dent, et on n'est pas allé voir les muscles, les articulations, tout ce qui va ouais. autour, les nerfs. Et c'est un gros manque, alors que c'est... Voilà, petit à petit, on élargit, mais c'est vraiment important de savoir ce qui se passe autour, quoi. Hmm, Parce que ça a des interrelations avec tout, quoi. C'est-à-dire que les nerfs, les muscles, les articulations, c'est ce qui régit la position des dents, c'est ce qui régit l'équilibre global, la régulation de la douleur, la manière dont les dents s'usent, la manière dont vous avez des échecs implantaires, prothétiques, orthodontiques. Si on n'a pas compris l'ensemble, c'est dur de maîtriser localement, quoi. ouais, c'est clair. Ouais. Et j'aime bien finir en fin d'interview comme ça, te demander si tu avais un autre intervenant que tu aimerais que j'interroge, quelqu'un que tu aimerais voir dans le podcast. Ouais. Ouais, je me demandais, tu vois, est-ce que, est-ce que les gens ont envie, tu vois, de célébrités, de gens qui ont fait des trucs incroyables, ou est-ce que des fois aussi, d'avoir un monsieur tout le monde et, tu vois, de se reconnaître? Je pense les deux. Ouais, Ça va plaire aux deux, tu vois. Je pense quelqu'un vraiment qui peut être un modèle, ouais. ouais, Et un monsieur tout le monde, ça fait aussi du bien, tu vois. ouais. C'est Genre ça. des histoires de vie basiques, Ouais, avec des trucs moi j'adore, rigolos, ouais. ouais. Mais des fois aussi, rêver un peu, ça fait du bien aussi, Ouais, quelqu'un. Ouais. bien sûr. Moi, j'ai 2, 3 copains, tu vois, qui ont des belles réussites, avec des beaux cabinets, qui sont des rois de l'organisation, tu vois, ça fait toujours rêver. Ils doivent sûrement bien travailler parce qu'ils sont plein de monde, plein de gens. Donc, je pense par exemple à Alban Poitel, un copain orthodontiste à Chambéry, tu vois, qui a une expansion incroyable, qui est entouré d'amis. Chaque fois qu'il fait une fête, il y a 300 personnes, 300 dentistes, tu vois. Enfin, c'est monsieur sympa, Ouais, il travaille bien. Tu te dis, cool. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il fait dans son cabinet pour que ça marche si bien, tu vois. Je sais que c'est un mec sympa, qui va, tu vois, il va être bon plus rigolo ben, que moi. pourquoi pas, on le Ouais, contactera de c'est ta ça. part et puis on verra. Ouais. Mais après, moi, si tu me demandes, moi, je serais du genre à dire, bah, tu vois, je fais dans mes auditeurs, on fait un tirage au sort, tu vois, qui veut passer au podcast. Ouais, Et monsieur tout le monde, donc Omni, comment, souvent, si tu veux, c'est rassurant aussi de voir que on est tous dans la même c'est galère, que ça. c'est difficile pour tout le monde. Et c'est un peu le revers des réseaux sociaux, c'est que souvent on fait briller des gens qui ont des exercices incroyables et tout, et tu dis, ah, ouais, moi je fais pas ça, moi je galère et tout, donc je m'en sors pas avec l'instant. Et en Je fait, pense que ça fait les deux, tu vois. ouais, Ça fait aussi te dire, ben lui, il peut faire ça, pourquoi je peux pas y arriver? ouais, Et en même temps, voir quelqu'un dans ta galère, tu te dis, bon, bah, je suis pas le seul. ouais, c'est Je ça, pense que ça fait les deux quand même. c'est ça. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas les Les deux, deux, ouais, ouais. les deux types de contenus. Et c'est ce que je vais faire. Ouais. Les deux C'est types de pas pour se contenus. moquer, mais c'est juste pour Non. dire, tu vois, un soutien. Et souvent dans les réseaux, on est inondé de mecs, tu vois, des Instagrammeurs Bah qui ont oui. des vies Bah oui. magnifiques et tout. En fait, tu vois l'envers du décor, c'est pas ça. C'est clair. Donc là, moi, je te raconte mon exercice, ça a l'air bien et tout. Tu fais de l'occluso. Moi, on a parlé de quelques galères, mais c'est un exercice d'occluso. Peut-être qu'un exercice d'implanto, ça fait plus rêver. Mais je pense que, voilà, de confronter ces galères, c'est sympa, tu vois, on a tous un petit tips
Bah, même le gars il a toujours quelque chose à t'apprendre, parce qu'il a clair. un petit truc qu'il sait, qu'il fait bien, et un petit tour de main. Et des fois, moi, j'aime bien entendre des histoires normales. Tu vois, j'ai Me un dire, exemple exactement concret pour ça. On a un dentiste là où je travaille, il est tout seul. Ouais. Donc, pas de secrétaire, pas d'assistante, rien du tout. Il est tout seul, il bosse 5 jours par semaine. Ouais. Et c'est le dentiste que tout le monde adore au village, tu vois. Mm. Et lui, tu vois, j'aimerais bien l'avoir en podcast, savoir comment il organise sa vie. En plus, il fait les allers-retours de Lyon, savoir comment il gère son cabinet. Parce que je suis sûr qu'il aurait plein de tips à donner, quoi. Ouais. Donc, exactement Comment comme tu ces dis. gens y tiennent, quoi. Monsieur, ouais, c'est ça. Comment ils tiennent. Monsieur tout le monde, tu vois, c'est vraiment un petit bonhomme, hyper gentil, hyper sympa et basique, quoi. Il fait pas de bruit, il est, Ouais. tu vois. Je trouve que c'est souvent hyper inspirant, parce que il y a beaucoup de gens qui courent après, si tu veux, des réussites, ou qui montrent des images magnifiques. Ouais. Et en fait, au fond, quand tu les prends tête à tête, est-ce que vraiment ils sont si heureux que ça? C'est pas sûr. Par contre, tu vois, dans des podcasts ou des conférences, ils vont te montrer des paillettes, de la réussite, des cas magnifiques, des organisations, tu vois, millimétrées. Et nous, on a envie d'y arriver. Et en fait, on plonge dans une course, tu vois, une escalade d'organisation, de rentabilité, en fait, en se faisant monter les uns les autres avec les réseaux sociaux, alors qu'en fait, montrer qu'on peut être heureux, tu vois, avec un petit exercice simple, tu vois, sans prétention aussi, peut-être mal organisé, mais que ce mec est très heureux, quoi. C'est ça, exactement. Mais je suis sûr en plus. C'est ça. Donc, clairement, ouais. Voilà, c'est juste ça, quoi, pour dire. Et des fois, la modestie, c'est la clé pour être heureux, quoi. Tu vois, ça. En fait, c'est ce qu'on cherche en faisant tout ça. C'est un équilibre, tu vois. Voilà. Ouais. C'est se sentir bien dans son boulot, se sentir bien en vie perso et essayer que tout aille dans le même sens, quoi. Ouais. Je pense que ce sera le mot de la fin. Je sais pas ce que t'en penses. Super, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Alors voilà, c'est la fin de cet échange passionnant avec le Dr Swerank. Si ce podcast t'a permis de voir un peu plus clair sur l'occlusion aussi, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. On a encore de très beaux invités à venir, dans le but toujours de faire évoluer notre pratique dentaire.